Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro du journal d'un agrologue qui vous donne rendez-vous au jardin Fenestre à la Bourboule pour y rencontrer David App, expert arboricole. Bonjour David App. Bonjour. On s'est donné rendez-vous ici à la Bourboule, au parc Fenestre, et plus particulièrement près des séquoias donc de ce parc. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter tout d'abord ? Donc, effectivement, je m'appelle David App, je suis expert arboricole, autrement dit médecin des arbres. Les Anglais parlent souvent de tree doctor, effectivement, c'est tout à fait ça. Je suis né il y a 48 ans dans le Nord, dans le département du Nord, et j'habite en Auvergne, dans le Puy-de-Dôme plus précisément, depuis une dizaine d'années. Et donc quand on s'est posé la question de point de rendez-vous et autour de quel arbre on pouvait se rencontrer, assez rapidement on a parlé du séquoia. Alors tout d'abord on a évoqué la possibilité de se retrouver à Murol, et où il y a de beaux spécimens, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Alors à Murol, disons que les plus gros séquoias géants du Puy-de-Dôme sont situés respectivement à Murol, au jardin municipal, au parc Fenestre, ici même, à la Bourboule, et je m'en suis rendu compte très récemment à Saint-Jean-d'Olière, dans le Livradois. Effectivement, ce sont les 3 sites où on peut trouver les plus grands séquoias géants du département et probablement parmi les plus grands séquoias géants d'Auvergne. Et avant de parler des séquoias du parc Fenestre, est-ce qu'on pourrait parler quelques instants justement de l'origine de ce parc ? Alors, le parc Fenestre a été, d'après ce que l'on m'a dit, créé au tout début du projet thermal de la Bourboule. En fait, un spécialiste de l'urbanisme historique de la Bourboule, qui s'appelle Xavier Fourreau, me disait que le parc avait été créé avant même la ville de la Bourboule, de façon à anticiper un petit peu son intérêt par la suite. Donc c'est un parc qui date effectivement de la fin du 19e, début 20e. Alors j'ai pas la date en tête, je ne suis pas forcément un spécialiste du sujet, mais quand on voit effectivement les arbres emblématiques qu'on a dans ce parc, on est sur un parc qui doit avoir 110, 120 ans à peu près. D'accord, alors pourquoi les séquoias en particulier ? Alors déjà le séquoia, c'est effectivement, alors, il y a 2 séquoias sur la planète. Il y a le séquoia toujours vert, qu'on va trouver plutôt sur la côte californienne, et qui est connu pour être l'arbre le plus grand du monde. L'arbre le plus grand du monde qu'on a baptisé Hyperion et qui fait 116 mètres de hauteur et qui est donc un séquoia toujours vert. Et puis il y a une autre espèce de séquoia, le séquoia géant, c'est celui qu'on voit donc au parc Fenestre et qui comprend le végétal le plus volumineux et le plus lourd de la planète, le général Sherman. C'est le nom qu'on lui a donné. Il est situé donc dans la Sierra Nevada, dans cette chaîne de montagnes qui traverse du nord au sud la Californie dans sa partie centrale. Et j'ai eu la chance en 2018 d'aller dans cette Sierra Nevada. Et j'ai eu l'occasion d'aller visiter, de rendre visite à ce monsieur Sherman, entre guillemets, donc cet arbre le plus volumineux du monde. Donc voilà, pour moi c'est vraiment l'arbre emblématique de notre planète. Et puis c'est un arbre menacé parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a énormément de méga-feux, d'incendies gigantesques qui affectent la planète, et la Californie n'est pas épargnée par ces feux gigantesques. Pour l'instant ils n'ont pas encore impacté les séquoias géants, mais effectivement les séquoias géants ont été ces dernières années très exposé au risque d'incendie. Donc voilà, c'est une espèce menacée à ce titre-là. Et donc en France, lorsqu'on l'a introduit en Europe, plus précisément dans les années 1850, très vite on s'est dit, voilà, ça c'est un arbre géant, c'est un arbre qui va un peu symboliser la puissance, la richesse des grandes propriétés de la fin du 19e, début 20e dans notre pays. Et effectivement aujourd'hui, avec le cèdre notamment, c'est probablement l'arbre qui incarne le plus la richesse des grandes propriétés bourgeoises que l'on peut avoir en Auvergne, mais aussi ailleurs en France. Et c'est à ce titre-là qu'il a souvent été planté dans nos parcs et jardins.
Et en France, qu'est-ce qui le mettrait en danger? Alors en France, il est particulièrement exposé de manière directe aux sécheresses. C'est un arbre qui a dans son milieu naturel besoin de 1000-1500 mm d'eau, de précipitations qui doivent tomber chaque année. J'entends par précipitation brouillard, pluie, neige. En France, dans beaucoup d'endroits où il a été planté, en fait, les précipitations qui tombent chaque année sont généralement 2 fois inférieures à celles qui tombent dans sa région naturelle. Du coup, c'est un arbre qui est extrêmement exposé au risque de sécheresse. Et les sécheresses donc déjà génèrent, je dirais, un risque direct de déshydratation, si je puis dire. Et lorsque les sécheresses ne les tuent pas de manière directe, ils les affaiblissent. Et lorsque ces séquoias sont affaiblis, ils sont très menacés par un champignon qu'on appelle le chancre du séquoia. Donc aujourd'hui, on a beaucoup d'arbres qui ont été plantés aux alentours de 1890-1900 dans les grands parcs et jardins français et plus largement européens, et qui aujourd'hui commencent à être en situation un petit peu difficile. Alors pas forcément à la Bourboule, puisqu'à la Bourboule, on a toujours la chance d'avoir quand même une bonne quantité de pluie et de neige qui tombe chaque année. Mais dès qu'on descend un peu plus en plaine, sur Clermont, Royat, Chamalières, on voit de plus en plus de séquoias qui sont dépérissants. Aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait imaginer que de faire repousser les séquoias avec le climat actuel? Alors en France, personnellement, moi, c'est une espèce que je n'envisage plus de planter, en tout cas sous nos climats continentaux. Peut-être qu'effectivement sur la frange atlantique, plus océanique, là le séquoia a plus de chances de se maintenir. Mais clairement, dans le reste de la France, dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes par exemple, ça va être difficile de pouvoir faire pousser des séquoias qui pourront vivre un siècle et demi. Il faut savoir que dans leur région naturelle, donc en Californie, on a des séquoias qui atteignent 3000 ans. En France, au bout de 120-130 ans, on se rend compte qu'ils commencent déjà à être, entre guillemets, au bout du rouleau. Donc effectivement, ce n'est pas forcément une espèce d'avenir à planter dans nos parcs et jardins. Dans l'exercice de votre travail, vous me disiez que vous travaillez avec des gens qui grimpent aux arbres, n'est-ce pas? Il est nécessaire pour en établir l'état et la santé de les voir depuis le haut. Alors tout dépend, effectivement. En tant que médecin des arbres, je suis amené très souvent à examiner les arbres uniquement à partir du sol, avec un certain nombre d'outils assez sommaires finalement, type jumelles, un maillet pour taper le tronc et voir s'il y a des cavités à l'intérieur, des instruments assez sommaires. Mais parfois quand on est sur des arbres qui ont à la fois une forte valeur historique et qui sont très grands, je demande effectivement l'appui d'un élagueur qui a cette capacité à grimper dans les arbres et à aller voir précisément quels sont les défauts, les maladies qu'on peut trouver sur les branches très haut dans l'arbre. Donc je le guide finalement, soit la jumelle, soit avec un téléphone, pour lui dire tu vas voir telle branche, telle autre branche. Et à deux, on mène le diagnostic finalement. Et donc suite à ces problèmes de sécheresse, ces arbres-là souffrent également de la cavitation? Effectivement, ces séquoias souffrent aussi de ce qu'on appelle la cavitation ou l'embolie gazeuse d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut bien voir l'arbre comme une colonne d'eau continue. L'eau est absorbée par les racines et ressort par les feuilles via la transpiration. Et parfois, ce flux continu d'eau qui circule des racines aux feuilles a tendance à se rompre. Et dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle la cavitation. Et ça entraîne un dessèchement progressif de l'arbre, en général à partir de sa partie haute. Et puis progressivement, ce dessèchement se propage vers le bas de l'arbre. L'installation des séquoias ici en Europe s'est produite au cours d'un voyage des plantes et donc d'une acclimatation. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut envisager justement comme palliatif à ce réchauffement climatique? Est-ce qu'on peut envisager un nouveau voyage des plantes du sud vers le nord et comment peut-on justement être amené à les acclimater? Certains spécialistes disent que c'est déjà trop tard, d'autres disent que c'est une évolution parmi celles que les végétaux ont déjà connues. Qu'est-ce que vous pouvez envisager? La question est intéressante. La réponse est très, très, très large. En fait, tout dépend si on s'intéresse aux arbres d'une manière générale
et notamment en forêt, ou si on s'intéresse plus spécifiquement aux arbres urbains. Si on s'intéresse à la question de l'arbre urbain, il est clair que dans nos régions du centre de la France, d'ici 30-40 ans, si on n'a pas planté massivement des arbres en ville, nos villes deviendront totalement invivables. Moi, j'en suis intimement persuadé. On commence à avoir sur la place de Jaude des températures qui frôlent les 50 degrés en période de canicule. Dans 30 ans, ce sera 55, ce sera 60 degrés. Or, on sait qu'un arbre a la capacité de diminuer la température estivale en période de canicule, notamment de 6, 7, voire 10 degrés. Donc effectivement, c'est un parasol naturel qui nous sera nécessaire. À partir de là, qu'est-ce qu'on va planter ? Il faudra effectivement planter des arbres qui soient en capacité de résister à ces températures extrêmes. Autant dire que la plupart des arbres qu'on a actuellement en ville, platane, tilleul, marronnier, séquoia, on l'a évoqué, et bien d'autres ne seront pas capables de résister à ces températures. Et a fortiori, des espèces qu'on trouve naturellement dans nos campagnes et nos forêts à la périphérie des grandes villes ne pourront pas non plus supporter ces températures. À partir de là, il y a 3 viviers, on va dire géographiques, qui peuvent être envisagés. Le premier, sur lequel on croit beaucoup en tant qu'arboriste, c'est le vivier des espèces qui nous viennent du sud-est des États-Unis, Texas, Nevada ou du Mexique. Parce que c'est des espèces qui supportent très bien les étés très chauds et en même temps les hivers très rigoureux. Autre vivier, ce sont les espèces qui sont sur le pourtour méditerranéen. Et enfin, le Moyen-Orient, qui peut offrir effectivement des espèces à même de pouvoir supporter les conditions climatiques très difficiles qu'on aura en ville. Quant au milieu, je dirais, naturel, et quant à la forêt, qu'est-ce qu'il faut planter aujourd'hui ou quelle stratégie il faut adopter en forêt pour pouvoir résister au changement climatique ? En gros, il y a 3 stratégies. La première, c'est de compter sur la résistance individuelle des arbres qui sont déjà présents. Pour faire simple, vous avez une forêt avec des chênes. Beaucoup de chênes vont mourir, mais d'autres auront peut-être la capacité à se maintenir parce qu'ils ont effectivement un comportement individuel, une individualité qui fait qu'ils sont plus résistants à la sécheresse. Donc on pourra travailler au profit de ces individus qui sont plus résistants. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est de faire ce qu'on appelle de la migration assistée. C'est-à-dire commencer à planter des espèces qui sont 300-400 km plus au sud, qui résistent déjà très bien au climat méditerranéen. Et compte tenu du fait qu'on aura en Auvergne un climat méditerranéen dans quelques décennies, commencer à se dire pourquoi ne pas planter ces espèces-là. Et troisième option, c'est l'option que je vous évoquais tout à l'heure pour la ville et qui peut éventuellement s'adapter à la forêt, c'est de choisir des espèces qui nous viennent de très loin. Le problème, c'est que les espèces qui nous viennent de très loin, on sait si elles vont résister aux conditions climatiques particulières, mais on ne sait pas si elles vont résister par exemple aux différents insectes, champignons, parasites qu'on peut avoir dans notre territoire. Or, quand j'étais en école forestière, on me disait il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Moi, je reste sur cette philosophie-là, c'est-à-dire qu'il faut, à mon avis, avoir un panel de stratégies. Puis au fur et à mesure qu'on va avancer et qu'on va voir les impacts assez dramatiques du changement climatique, orienter plus ou moins telle ou telle stratégie par rapport à telle ou telle autre. نصيدك نوعدك والله راني ما مجوش من البارح ممكن لياش نولد ولكن ارجعي 5 دقايق ما سبيتكش قد بالضيف وشويه سكران بزاف ورجال بحالي عندك حاجه ما ديري كنت شفتيني البارح كنت رائع كنتي رائعة
منزوج راه هداك عرقاتم متفرحش بزاف غادي تخليك كيف كيديرو ديما والبنت الاخرى واش هدرتي معاها الا بغيتي نقوليها وتصفى القضيه ولوليك حتى هو الا عندكم تسنى 3 سنين 7 سنين وعاد غادي تشوفي لا راه كنتي رائعة كنت بائس كنا رائعين رائعة كنتي رائعة كنت بائس Nous étions formidables Hey petite, pardon mon petit Tu sais dans la vie, y'a ni méchant ni gentil Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit Tiens, pourquoi t'es tout rouge Reviens un gamin, mais qu'est-ce que vous avez tous À me regarder comme un singe vous Ah oui, vous êtes ça vous Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe Il sera Et c'est le sous-titre de votre livre notamment, hein, de parler de ces arbres en ville. Oui, alors le sous-titre de mon bouquin, c'est du moins le titre, donc Arbres en péril, et le sous-titre Nos villes, leur dernier sanctuaire. Alors il n'y a pas de point d'interrogation, j'ai discuté avec mon éditeur pour savoir si on en mettait un ou pas, finalement on n'en a pas mis un. Mais effectivement c'est plus une question qu'une affirmation. C'est est-ce que demain, effectivement, nos parcs et jardins, dans lesquels on est amené entre guillemets à soigner de manière assez régulière et assez précautionneuse nos arbres, ne constitueront pas un peu les derniers sanctuaires pour plein d'espèces qui sont menacées à l'état sauvage. Un peu finalement à l'image d'un zoo. Alors, le zoo n'a pas que des avantages, mais le zoo peut permettre en tout dernier recours de sauvegarder des espèces qui ont quasiment disparu, voire totalement disparu à l'état sauvage. Donc on peut faire un petit peu cette comparaison. Mais il y a aussi ce gradient d'altitude et de climat entre Clermont et les montagnes où on se trouve actuellement. Oui. Donc ça peut être également une manière de les acclimater progressivement à un changement sans avoir la contrainte d'un climat uniforme. Oui, tout à fait. Simplement, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que ce que me disait un grand spécialiste du fonctionnement hydraulique des arbres à Clermont-Ferrand, Hervé Cochard, qui est un très grand chercheur de l'INRAE, je lui disais, mais qu'est-ce que tu penses des espèces qu'il faudra qu'on plante dans 40-50 ans ? Il dit, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on connaît les espèces qui vont... on sait qu'il nous faut des espèces qui vont résister à des très fortes températures en été. Simplement, on n'est pas encore à l'abri d'avoir des hivers extrêmement rigoureux en Auvergne. Donc on peut avoir effectivement des amplitudes extrêmement fortes, avec du 40, 45, voire pourquoi pas 50 en plein été, et du moins 15, moins 20 en hiver. Et donc c'est toute la difficulté, c'est qu'aujourd'hui on est capable d'avoir, on connaît les espèces qui vont supporter les 45-50 degrés en été, mais ces espèces-là, on n'est pas certain qu'elles vont pouvoir résister aux températures extrêmement froides qu'on pourrait encore avoir dans les quelques décennies à venir en Auvergne. Et est-ce qu'il est possible d'imaginer justement de mettre en œuvre une science participative ? Ah, totalement. Moi, par le passé, j'ai été pas mal investi sur les questions de sciences participatives. Je suis aussi avec un collègue à l'origine du premier programme de sciences participatives qu'on avait fait en France sur les lichens. On l'avait d'ailleurs fait en Auvergne et ça a été repris d'ailleurs au niveau national. On en est assez fiers. Sur les arbres, oui, je suis persuadé qu'on peut le faire. Alors ça existe déjà un peu via ce qu'on appelle le programme Phénoclim, un programme de sciences participatives
qui vise non pas à voir quelles sont les espèces qui supportent mieux ou moins bien les températures, mais l'idée c'est d'aller sur le terrain et de relever la date par exemple d'éclosion des premiers bourgeons, la date des premières fleurs sur un cerisier, sur un lilas ou je ne sais quoi. L'idée c'est effectivement, en collectant ces informations, d'avoir une information indirecte sur l'impact du changement climatique. Mais on pourrait élargir le sujet et puis demander effectivement aux citoyens d'aller noter selon un barème très simple l'état de santé, par exemple, de telle ou telle espèce d'arbre dans les parcs et jardins. Et je suis sûr que ça pourrait être effectivement un bon moyen d'avoir avec peut-être sur un pas de temps un peu conséquent, peut-être sur 10-15 ans, d'avoir un bon retour d'expérience sur les espèces qui supportent bien ou qui ne supportent pas justement les conditions climatiques extrêmes de nos villes. C'est possible d'imaginer de former les gens à la greffe, c'est possible d'imaginer d'éveiller les gens à justement faire de la greffe sauvage, de faire des repérages très localisés de la météorologie qui est ici assez difficile à appréhender et qui change d'une vallée à l'autre. Donc cette veille citoyenne est tout à fait envisageable et souhaitable pour vous. Ah oui, tout à fait. Alors après, les modalités sont à préciser, mais très clairement, on en discute souvent entre collègues, entre spécialistes. On assiste véritablement à une réconciliation, je dirais, de nos concitoyens avec le végétal depuis quelques années, et ceci grâce aussi à certaines actualités, je pense notamment, alors même s'il est critiquable, moi-même j'ai tendance à être un peu critique à l'égard de cet ouvrage, mais n'empêche qu'il a eu l'avantage de réconcilier un peu les concitoyens avec les arbres. C'est La vie secrète de l'arbre de Peter Wohlenben, qui a été quand même un révélateur et qui a été un vrai best-seller en France. Et énormément de gens ont lu ce livre et se sont vraiment réintéressés au végétal en général et aux arbres en particulier au cours de ces dernières années. Des grands scientifiques qui ont par ailleurs un grand talent de vulgarisation tels que Francis Allais ou plus près de nous à Clermont-Ferrand, Catherine Laine, sont des gens qui contribuent très largement à éveiller les consciences quant à la situation de nos arbres et de nos forêts. Vous vous définissez comme un ingénieur écologue. Comment devient-on ingénieur écologue ? Alors effectivement, je me définis comme ingénieur écologue et technicien forestier. Je tiens, et je le redis souvent, à me définir comme un praticien technicien. Je ne suis pas un chercheur, je ne suis pas un scientifique. Ce qui d'ailleurs me permet aussi de m'exprimer peut-être un peu plus librement que dans un contexte un petit peu académique, si je puis dire. Donc moi j'ai effectivement une formation initiale de technicien forestier, avec un BTS si je puis dire, et plus tard, au cours des années 2000-2010, j'ai repris une formation qui m'a permis d'obtenir un master en écologie à l'université de Rennes. Et alors le titre d'ingénieur écologue en tant que tel n'existe pas, mais je trouve que parler d'ingénieur écologue plutôt d'écologue, l'écologue qui a plus une dimension scientifique, moi me va bien. Parce que voilà, ça me permet de dire, j'ai un diplôme Bac plus 5, donc un diplôme de niveau ingénieur. Le fait d'afficher plutôt un titre d'ingénieur qu'un titre de scientifique, ça me permet effectivement de rester sur le champ technique. Et donc votre travail, qui est-ce qui vous appelle ? Quel est votre quotidien ? Alors donc mon quotidien, ça consiste donc à évaluer l'état de santé des arbres, à préconiser éventuellement, quand c'est nécessaire, leur abattage s'ils sont particulièrement dangereux, chose qu'on essaye de minimiser au maximum. Lorsqu'on préconise l'abattage, forcément derrière on préconise aussi des replantations. Mais on peut préconiser d'autres choses, certaines tailles, une amélioration du sol pour favoriser la régénération des racines, si je puis dire. Alors mes clients sont divers et variés, beaucoup de collectivités, communes, communautés de communes, conseils départementaux, conseils régionaux, des particuliers, des propriétaires de parcs et châteaux, des gestionnaires de camping, de parcours accrobranche. Bref, on a une grande diversité de clients. Et on a beaucoup reproché justement dans la politique de plantation, notamment en France, d'avoir planté les mêmes essences et donc d'avoir
rendu quelque part toutes ces forêts particulièrement vulnérables lorsqu'un champignon, un insecte ou les conditions climatiques se viennent à changer ou des problèmes apparaissent. Et aujourd'hui, est-ce qu'il est possible justement, en se basant sur la cohabitation des arbres, d'envisager ces plantations de manière différente? Totalement. Et je suis content de vous entendre dire ça, parce qu'aujourd'hui on a tendance à opposer, à dualiser d'une certaine manière les partisans de la forêt entre guillemets naturelle, sachant que la forêt naturelle en tant que telle n'existe plus depuis bien longtemps en France, et les mauvais sylviculteurs, je dirais productivistes, qui produisent des arbres en randonnion, plantés en randonnion. Effectivement, moi je suis contre une sylviculture industrielle qui consisterait à ne planter que des épicéas communs, que des douglas en randonnion qui ont tous le même âge. Mais je suis aussi contre l'idée d'entretenir une opposition entre ces deux courants de pensée. Et moi je suis assez persuadé que les plantations de douglas, d'épicéas qu'on a fait il y a 40, 50 ans, voire plus, il faut les faire évoluer. L'idée de se dire allez on coupe tout et on plante du chêne, moi ça me paraît pas très satisfaisant. Par contre, transformer ces plantations très très homogènes et très industrielles en des systèmes plus irréguliers, plus proches de la nature, ça me semble être la solution la plus adaptée. Et donc c'est bien une analyse et une étude plus poussée et plus localisée de ces plantations qu'il faut envisager. Ça c'est certain. C'est-à-dire qu'il faut que... C'est pas évident, hein. C'est beaucoup plus compliqué de faire de la gestion forestière un peu fine, où on s'intéresse à l'arbre en tant qu'individu, plutôt qu'une sylviculture un petit peu globalisante, où l'arbre finalement a peu d'importance, c'est l'ensemble qui compte. Il faut avoir beaucoup plus de compétences en écologie, il faut avoir beaucoup plus de compétences en botanique, etc. etc. Je pense qu'on a de plus en plus en France des forestiers qui ont cette capacité à avoir une vision plus globale, plus intégrative de la forêt. Alors, il y a encore un long chemin devant nous, hein, tout n'est pas gagné et on plante encore beaucoup de plantations de résineux en randonnion, mais les choses évoluent positivement. Donc moi, de ce côté-là, je suis assez optimiste. Où je le suis moins, c'est que, par exemple, du côté de la forêt publique, on a de moins en moins d'agents sur le terrain. Encore très récemment, on a appris que l'Office national des forêts allait supprimer encore 500 postes, ce qui est à mon avis, par les temps qui courent, une mauvaise décision. Et puis voilà, et puis par ailleurs, on a ce fléau climatique qui fait que les choses vont parfois plus vite que ce qu'on voudrait, quoi. Donc voilà, les choses évoluent d'un point de vue forestier, mais malheureusement, elles évoluent encore trop lentement. Et sachant que le changement climatique, lui, se produit très rapidement, il va falloir qu'on mette un petit coup d'accélérateur pour que la forêt française devienne effectivement à l'avenir plus massivement résiliente, si je puis dire. Je vous remercie beaucoup, David App, et je recommande donc la lecture de votre livre Arbre en péril, qui est chez quel éditeur ? Qui est paru aux éditions Le Mot et le Reste, une petite maison d'édition marseillaise, mais je ne vais pas vous dire le contraire, mais à mon sens une très belle maison d'édition qui a par ailleurs publié tous les écrits d'Henri Thoreau, qui est quand même un très grand penseur naturaliste américain. Donc je suis très très fier d'avoir été édité chez eux. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir. Nous espérons que l'interview de David App vous a passionné autant que nous. N'hésitez pas à retrouver nos replays sur notre chaîne YouTube, le Journal d'un agrologue. À la semaine prochaine, midi.